Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième déjà épisode de Fantasy. Je suis Salomé Martin et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il me semble que dans le dernier podcast j'avais dit que c'était le seul podcast de février et j'avais raison parce que nous voilà en mars, le 17 mars et j'ai encore l'impression d'être en février. C'est dire si je suis douée pour les dates, hein. Mes profs d'histoire s'en souviendront avec émotion. Non pas que je pense qu'ils écoutent ce podcast, mais bon, là n'est pas le sujet. Comme je vous le disais, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, je vous ai menti, je l'admets, voilà, autant être clean avec vous, je vous ai menti, je vous avais dit que je ferais les œuvres 3 par 3. Néanmoins, cette fois, j'ai lu 2 BD. Et je me suis dit, un épisode avec juste 2 BD et un bouquin, même si comme vous en êtes rendu compte maintenant, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu léger, donc cette fois j'ai fait 2 BD et 2 romans. Voilà, 4 pour le prix de 3. Ouais, les maths c'est toujours compliqué, hein. Ah oui, avant qu'on commence, je bois le thé du Louvre côté court, toujours du Palais d'été, hein, c'est un thé noir. Je le trouve vachement bon d'ailleurs. Ça par contre c'est le genre de thé que j'aime bien. Je suis team thé noir personnellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team thé vert ou team thé noir. Ou mélange. Ou matcha. Il y a tellement de choses possibles. Bref. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, que je retrouve mon script. Voilà, c'est incroyable, elle écrit un script qui consiste de 3 lignes et de oublie pas de dire telle chose que j'oublierai bien évidemment de vous dire. Oui, la première BD dont je voulais vous parler, la première que j'ai lue, s'appelle Furieuse. Alors, comment j'ai découvert cette BD ? Je suis allée dans la médiathèque, qui est à côté de chez moi. Et j'ai voulu au départ emprunter des bouquins, mais il se trouve que la médiathèque à côté de chez moi a très peu de sélection en science-fiction et en fantasy, alors le steampunk n'en parle même pas. Donc, dans ce cas-là, je me suis un peu retrouvée devant les rayons à dire « Ah ouais, il y a Harry Potter, quoi !» Alors, je suis méchante. Il y avait quand même des trucs, genre il y a toute une collection sur les Robin Hood, ils ont quelques grands classiques, mais je suis pas non plus dans une région où il y a beaucoup de lecteurs de fantasy, on va pas se mentir. Je m'en suis rendu compte en tant qu'auteur quand j'ai fait les dédicaces en me disant « Mais en fait, les gens, ils disent pas du tout ça. » Donc, je vais pas en vouloir aux gens qui font les stocks parce qu'ils sont bien obligés de prendre des bouquins qui vont se lire. Sinon, en termes de modèle économique, c'est pas terrible. Donc, je suis allée voir des choses que je lisais pas. Donc, je suis pas encore allée trop voir au niveau du manga. Mais par contre je suis allée voir niveau BD et là j'ai vu 2 BD, donc Furieuse et Podum, pas Podam, la BD dont je parlerai ensuite. Et donc Furieuse je l'ai vue et j'ai juste en regardant la couverture, j'ai beaucoup aimé la patte graphique, j'ai regardé le 4ème de couverture, je me suis dit oh allez, petite BD on va se faire plaisir. Donc ce 4ème de couverture que je vais vous lire maintenant. La vision du flamboyant Arthur terrassant la Légion des Ténèbres, portant fièrement son bouclier et son épée enchantée est largement révolue. Le fier Arthur n'est plus que l'ombre de lui-même, il a sombré dans l'alcoolisme. Sa seconde fille, Isabelle, avec un Y à Isabelle d'ailleurs, se désespère de le voir ainsi. Elle tente par tous les moyens de chasser sa mélancolie, mais leurs prises de bec sont de plus en plus fréquentes. Un soir, alors que son père tente de toucher un pot en terre, en lançant sa fidèle épée, Isaac confisque l'objet et ordonne à son père d'aller se coucher. Ce dernier, encore fier, se fâche et lui ordonne de lui rendre son épée. Voulant se lever de son trône, il s'encouble. En couple. Écoutez, on en apprend tous les jours, hein. Il s'encouble dans le tapis et s'effondre tout en son long au pied de sa fille, humiliée. Il aboie à travers la pièce, espérant que le baron vienne vite la chercher. Déçue, Isa va se coucher avec la ferme intention de ne jamais épouser ce fameux baron. Surtout que le lendemain, elle apprend de la bouche des servantes que sa sœur aînée Maxine s'est enfuie du château le jour de son mariage avec le même baron. Outrée, Isabelle décide de fuir le château pour retrouver sa sœur et emporte avec elle la fameuse épée enchantée de son père. C'est vachement plus long que ce que je me souviens d'avoir lu, alors j'ai plus la BD avec moi parce que qui dit emprunt dit rendu. Donc, ouais, je l'ai rendu avant. Donc j'ai lu que le 4ème couverture de la BD, mais là je lis le... C'est où ça ? Je lis le résumé de Planète BD. Ah ! C'est peut-être plutôt le résumé du mec de Guillaume Garcia Mora qui a écrit cet article en 2022 et qui a mis d'ailleurs une note de 2/4.
Mais c'est vachement méchant. Alors, en regardant la couverture, je suis d'accord que tout de suite, quand on parle d'Arthur et des Ténèbres magiques, vous pensez forcément à la légende du roi Arthur, etc. Et vous auriez raison, il y a une inspiration, mais moi je me souviens pas que dans la légende du roi Arthur, il y avait des démons et une faille spatio-temporelle avec le monde des démons qui s'ouvre. Donc c'est une interprétation libre, on va dire. Mais mon avis sur la BD, c'était cool. Pour moi qui suis pas une consommatrice de BD, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui se rapproche plus de ce que j'aime lire. Le dessin était franchement sympa, il y a une patte graphique qui est très claire. J'aime beaucoup le chara-design parce que la personnalité du personnage est vraiment représentée par son physique. Donc c'est très facile dès que tu vois un personnage de savoir qui il ou elle est, quel est son tempérament, quelles sont ses idées. Et en fait, maintenant que j'y pense, il se passe plein de trucs. Moi j'ai l'impression que des fois dans les BD, il n'y a pas le temps de se passer grand chose. Mais là pour le coup, on est vraiment embarqué dans une aventure avec des rebondissements, avec des trahisons, des trucs. En fait, on est du point de vue de Isabelle. Isabelle. J'ai toujours tendance à mettre un A à la fin des personnes qui s'appellent Isabelle. Donc Isabelle, elle est... on suit son point de vue, donc au début, elle est pleine d'espoir. Ah oui, avant que j'oublie. Attention, je risque de spoiler sans m'en rendre compte. Elle est pleine d'espoir. Elle a envie de révolutionner le monde, d'avoir son père, voilà, qui est devenu alcoolique, qui est plus du tout le héros de la légende qu'on lui a vendu. Elle est seule parce qu'il n'y a plus sa mère, il y a plus sa grande sœur Maxine, qui apparemment a disparu, on sait pas trop ce qui s'est passé, et en fait, elle est promise à un mariage forcé. Donc vraiment pas une vie de ouf, quoi, vivre avec son père alcoolique qui est pas capable de soulever son épée correctement. Et en fait, ce que j'avais pas forcément compris en lisant le quatrième de couverture, c'est que l'épée en elle-même a sa personnalité et veut à tout prix quitter Arthur et en gros taper du Stremont. Alors c'est pas forcément l'idée d'Isabelle. Isabelle, elle veut se barrer pour retrouver sa sœur qui du coup s'est exilée apparemment. Oui, sa sœur, ça lui envoie des lettres en lui disant qu'elle vit comme une reine dans telle ville qui est en dehors du royaume. Et donc Isabelle va aller la rejoindre et elle a des illusions. Sa sœur n'est pas du tout devenue une princesse. Elle est travailleuse 18+, dira-t-on. Et donc forcément, là, elle tombe des nues. Et sa sœur lui dit, c'est la seule option que t'as. Si tu reviens dans le royaume, notre père te retrouvera, le baron t'épousera. Le baron qui évidemment est un homme ignoble. Et pour le coup, j'ai pas non plus envie de vous révéler tous les plot twists parce que j'ai pas forcément tout vu venir, même si les trucs étaient un peu évidents. Mais moi j'ai aimé... c'est vraiment un truc pas prise de tête. Y a pas besoin de se concentrer trop pour comprendre ce qui se passe. Et vraiment c'est joli, c'est pas prise de tête. Il y a des questions qui sont intéressantes quand même sur la relation aux parents, à l'espoir. C'est vraiment un peu une BD sur l'adolescence où on découvre les désillusions, qu'est-ce que c'est que la vie d'adulte, qu'est-ce que c'est d'avoir la maturité, est-ce qu'on reproduit le schéma de ses parents, le schéma familial, etc. Donc, moi franchement, je valide à 100%. C'est une BD sympa. Est-ce que c'est ma BD préférée? Je pense pas, mais est-ce que j'ai une BD préférée? Non plus. Donc voilà, je m'y connais trop peu en fait en termes de BD. Faudrait que j'en lise plus pour avoir vraiment un avis, mais voilà. Pour quelqu'un de néophyte comme moi, c'est très agréable à lire, ça se lit tout seul, il n'y a pas besoin de trop se concentrer, on peut s'arrêter au milieu et reprendre après sans être perdu. Le dessin est cool. Vraiment, je recommande pour une petite lecture détente. Hop, la deuxième lecture. Je regarde un peu le temps, où est-ce que j'en suis là? Bon, ça va. La deuxième lecture, c'est Peau d'homme. Oh! Mais je suis quelqu'un d'ignoble! Mais quelle honte! Quelle disgrâce! Trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur ma face car voyez-vous, j'ai complètement oublié de vous dire qui avait fait cette BD. C'est Geoffroy Monde et Mathieu Burniat. Mais alors, qui a fait le dessin? Qui a fait quoi? Ah oui, c'est Mathieu Burniat qui a fait le dessin, donc bravo Mathieu, et Geoffroy Monde qui a écrit le truc. Et c'est marrant parce que
C'est peut-être bien qu'au final j'ai pas vu le nom de qui c'est qui avait fait la BD parce que peut-être que j'aurais pu dire qu'en fait, ouais, comme c'est des hommes qui l'ont fait, ils comprennent pas trop ce que c'est que d'être une fille, etc. Moi je l'ai pas ressenti. J'ai pas particulièrement ressenti un sous-texte sexiste ou quoi que ce soit. Au contraire, Isa est assez. Le personnage principal est assez garçon manqué. Donc. Non, franchement, tranquille. Je lâche des trucs comme ça, moi. Ah ouais, d'accord, très bien. Bref, bravo messieurs, j'ai bien aimé. Donc, cette fois, je ne ferai pas l'erreur avec la deuxième BD qui s'appelle Podum par Hubert et Zanzim. Alors, j'ai beaucoup aimé. Mais les trucs que je veux dire avant de... Oui, comment j'ai découvert cette BD, les choses dans l'ordre, hein, Salomé. Comment j'ai découvert cette BD? Eh bien, tout le monde en a parlé sur... peut-être que c'était Instagram, ou ça devait être sur Instagram. Peut-être un peu sur YouTube que je l'ai vu aussi traîner. Mais c'était il y a longtemps. 31... Hein? Comment ça, 31 janvier 2024? Ah non, ça c'est la critique, oui. Parce que je suis sur un site pour trouver le résumé. Et j'avais peur de ne pas trouver... Ah mais là ça non plus c'est pas un résumé, mais quelle honte. Quelle honte. J'ai très mal fait mes recherches, je ne suis pas du tout prête. Donc, Podam de Hubert et Zanzim, qui est une BD que j'avais beaucoup vu traîner, qui a été... Est-ce que j'ai une date de publication là? 2020, donc oui, ça fait bientôt 5 ans qu'elle a été publiée. Donc j'ai entendu beaucoup parler. J'ai beaucoup aimé le style de dessin que j'ai pu y voir. Alors je ne sais plus lequel des deux auteurs, je crois que c'est le dessinateur, qui après a été un peu controversé parce que récemment il a sorti une BD sur des thèmes très sexistes parce que Podum est au contraire antisexiste. C'est vraiment un roman, oui bien sûr, une BD qui est très sur l'émancipation. C'est une BD qui parle beaucoup d'émancipation de la femme, comme on va le voir avec le résumé. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'un auteur qui ait pu dessiner une BD aussi libératrice au sujet de la femme et de sa place dans la société se retrouve à faire un truc qui est pas du tout dans la même veine. Mais bon, passons. Pour ce qui est de Podum, moi déjà je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. C'était plus... Quel est le terme adapté? C'était plus adulte sur certains thèmes. Disons qu'il y a des pages où on voit des corps nus et où on comprend clairement ce qui se passe, parce que c'est aussi beaucoup un des thèmes de cette BD. Je m'y attendais pas forcément. Après, c'est vrai qu'il y a une fille toute nue sur la couverture. J'aurais peut-être un peu pu m'en douter. J'ai pas eu le big brain pour ça. Néanmoins, le résumé. Pendant la Renaissance en Italie, Bianca, fille de bonne famille, est promise à Giovanni, un jeune et beau marchand. Cependant, comme il est de coutume à cette époque, ce sont ses parents qui ont décidé de l'identité de son futur époux. Tout se serait passé sans accroc si Bianca ne s'était pas vue révéler un secret transmis depuis des générations par les femmes de sa famille. Elle a hérité d'une peau d'homme lui permettant de devenir un homme appelé Lorenzo quand elle la revêt. Elle va ainsi explorer le monde des hommes et découvre que Giovanni est homosexuel. Pardon. Lorenzo et Giovanni deviennent amants alors que Giovanni ignore que Lorenzo est Bianca. À partir de là, s'enchaînent quiproquos et scènes cocasses. C'est vrai. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, bouquin suivant. Non, mais c'est vrai, ça résume... Pour le coup, c'est un résumé qui est assez on point. Que dire? Podum, déjà en termes de graphisme, c'est magnifique. Voilà, oui, ça c'est Zanzim qui a fait Zazim, pardon. Oui, Zanzim, il y a bien un N. Zanzim qui a fait les dessins, je trouve ça très beau, c'est très... Les scènes intimes sont très joliment faites, sont très joliment dépeintes. C'est une BD qui est très... comment dire? C'est difficile de trouver le bon argument sur cette BD-là. Le bon argument? C'est vraiment ce que je viens de dire? C'est quoi le mot que je cherche? Le bon adjectif, voilà. C'est difficile de trouver le bon adjectif pour décrire ce qui se passe dans cette BD. Enfin, ce qu'on ressent, je trouve, surtout, c'est vraiment... On est plongé dans l'intimité de Bianca / Lorenzo, qui se pose tout un tas de questions,
voilà, comme c'est une femme dans la Renaissance en Italie, il y a toute une question aussi sur, je sais plus si c'est je crois que c'est le frère de Bianca qui devient une espèce d'extrémiste religieux qui dit que les femmes doivent porter un voile, etc. Attention, hein, on est à la Renaissance en Italie, donc c'est bien la religion chrétienne. Hein. Il y a toute une question de la place de la femme, il y en a une qui se fait tromper par son mari, qui décide de le tromper, mais qui du coup est vue, enfin son mari c'est normal, mais elle c'est vu comme un sacrilège, une femme ne devrait jamais, blablabla. Donc il y a vraiment cette dichotomie, et en même temps, il y a toute la question de Bianca qui se sent libérée en devenant un homme, et qui du coup a de plus en plus de mal à revenir dans le carcan d'être une femme. C'est très poétique aussi dans la relation entre Lorenzo et Giovanni, parce que Giovanni tombe follement amoureux de Lorenzo, et donc Bianca est là à faire semblant qu'elle n'est pas Lorenzo. Je crois qu'elle, d'ailleurs, spoiler, elle ne lui révèle jamais qu'elle est Lorenzo, ou alors peut-être à la toute fin, je ne sais, il me semble pas. Mais c'est pas vraiment le sujet en fait, elle est très tiraillée entre le fait que Giovanni aime Lorenzo, elle le sait, alors lui bien évidemment ne lui dit pas, mais Bianca à côté, elle aime Giovanni, mais il ne peut pas le lui rendre parce que lui est amoureux d'un homme. Et ça complexifie d'autant plus leur relation qui au final est un couple à trois. Et on est aussi un peu dans la tête de Giovanni parce que lui finit par trouver une très bonne amie chez Bianca une fois qu'ils sont mariés, et il y a tout ce côté, il lui parle beaucoup de son amour pour Lorenzo, du fait qu'il a du mal parce que bien évidemment Bianca arrête la plupart du temps d'être Lorenzo quand il se marie, donc Giovanni est effondré parce que du coup il perd son amant, il perd l'homme qu'il aime. Et il y a tout aussi cette relation à la libération de l'homosexualité, etc. Donc même si forcément c'est un récit fictif, je trouve qu'au final, de la Renaissance à aujourd'hui, il n'y a pas non plus énormément de choses qui ont évolué, on a l'impression d'être seulement quelques dizaines d'années en arrière. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle BD, franchement celle-là je la recommande à 1000%, je comprends pourquoi elle a fait autant de buzz, elle est magnifique aussi bien sur le tracé que dans sa poésie et sur la réflexion qu'elle apporte. Donc franchement, 100% recommandé, j'ai adoré. Voilà. Eh bien nous avons fini avec les BD, ça veut dire que maintenant on passe aux romans. Alors, premier roman que j'ai lu, qui sont techniquement 2 romans. Alors cette fois ça compte pas, c'est une intégrale, parce que moi quand j'ai la possibilité d'avoir des intégrales, je les lis. Tout simplement, souvent pour une raison économique, hein. En plus celui-là je l'ai trouvé sur Vinted pour pas cher. Il s'agit de la chronique des Bridgerton, les tomes 3 et 4, donc les tomes qui parlent de Colin et Benedict, dans l'ordre inverse. D'abord de Benedict, puis de Colin. Alors j'avais déjà lu la première intégrale avec l'histoire de Daphné. C'était après la saison 1, donc j'avais lu Daphné et Anthony. Non, c'était après la saison 2, c'est ça. Et là, après la saison 3, j'ai voulu lire l'histoire de Colin, et du coup je me suis spoilée sur l'histoire de Benedict. Alors, donc le résumé, forcément j'ai le résumé de l'intégrale. Donc je vais vous le lire. La saison mondaine commence à peine que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera l'un des filets... Ouh, je lis trop vite. Qui attrapera dans ses filets l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux partis? Une course d'obstacles s'annonce, d'autant que les dragons vont bon train. Ainsi, le fringant Benedict a beau clamer qu'il ne souhaite pas se marier, le bruit court qu'il a croisé le regard d'une éblouissante inconnue lors d'un bal masqué. Et alors, me direz-vous, et alors, la belle a disparu à minuit, ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux du jeune Bridgerton. Et qu'en est-il du charmant Colin, enfin de retour de ses pérégrinations sur le continent? Il a beau caracoler en tête de liste des célibataires les plus prisés, s'il est en quête d'une fiancée, il le cache bien, aux grandes dames d'une certaine débutante qui pourrait bien voir là un défi à relever. Mais n'ayez crainte, cher lecteur, votre dévouée chroniqueuse a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce au destin. Rubrique mondaine de Lady Whistledown. Alors, j'aime beaucoup la série Bridgerton, et donc je suis pas mal de groupes de fans sur lesquels il y a des débats. Un peu comme une mère dans les années 2010, je suis souvent sur les groupes Facebook. Donc je suis un peu ce qui s'y dit, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que la série prend beaucoup de liberté par rapport
au roman. Et je vais développer un peu plus ma pensée que ça, mais je trouve que c'est très bien pour plein de choses. Pour ce qui est des romans, moi j'aime beaucoup la saga Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, parce que c'est un roman historique, pas historique. Et ça, je suis contente, parce que des fois, ça m'est arrivé de lire il y a quelques années des romans historiques et je suis vraiment pas une fan d'histoire, dans le sens où on me verra pas titiller sur désolée, mais en fait, en 1800, les femmes, elles avaient pas encore ce type de jupon. Ou alors en fait, cette bataille n'a pas eu lieu à telle date, etc. Non pas pour critiquer les gens qui sont bien plus savants que moi sur ces sujets-là, grand bien leur face, ça les intéresse. Superbe, très bien. Moi, c'est pas mon cas. Vraiment, je le laisse à d'autres gens qui sont plus qualifiés que moi. Donc, le fait que Bridgerton prenne des énormes libertés scénaristiques et historiques, mais moi ça me va mais parfaitement parce que comme ça je me casse pas la tête, c'est pas bourré d'éléments d'histoire qui sont certes intéressants mais moi ne me touchent pas particulièrement, dirais-je. Là, je suis contente de pouvoir lire un truc où j'ai pas besoin de réfléchir parce que vraiment ça se lit super bien. Voilà, Julia Quinn, qui est l'autrice, n'a pas cherché à nous faire ici un véritable roman historique, mais plutôt une romance dans un cadre historique avec des libertés. D'ailleurs, le texte que j'ai est traduit par Cécile Détulier, et la couverture, alors ça c'est un truc que je trouvais un peu triste, c'est que il marque que c'est Création Studio J'ai lu, d'après les images Shutterstock et à la verre. Donc on n'a pas le nom du véritable illustrateur, j'imagine qu'il doit y avoir un groupe d'illustrateurs chez J'ai lu qui fait ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé créditer l'illustrateur, mais en tout cas j'ai pas trouvé en regardant. Bref. Moi j'ai découvert comme beaucoup de gens Bridgerton via la série, et soyons honnêtes, j'aurais pas vraiment cherché s'il n'y avait pas eu la série. Mais je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique, et c'est un gros kiff pour moi. Et en fait, la série a un sous-texte féministe qui est tellement... qui dépasse complètement le bouquin. Enfin, les bouquins, du coup. Parce que... on va pas se mentir, mais les hommes Bridgerton, c'est vraiment macho man, quoi. Pour commencer par l'histoire de Bénédicte, c'est clairement une réécriture de Cendrillon. Vraiment... la fille née d'un premier mariage, enfin pas d'un premier mariage, mais des premières couches, mais ils étaient pas mariés parce que elle c'était une bonne, mais qui est prise sous l'aile de son père, qui lui se remarie avec une marâtre qui a déjà 2 enfants, et puis son père il meurt, du coup elle devient la bonne, parce que ils sont obligés de la garder parce que sinon la belle-mère elle perd sa pension. Et du coup, elle va jamais au bal, elle a jamais de vêtements, elle est traitée comme une souillon. Et puis un jour, il y a un bal masqué, et elle va au bal masqué, et on la reconnaît pas. Et Bénédicte, il tombe fou amoureux d'elle, mais pour le coup, elle lui laisse absolument rien. Ah si, elle lui laisse un gant. C'est pas une chaussure, mais c'est un gant. Mais du coup, elle finit par disparaître, voilà, elle se fait oublier. Il a beau reconnaître le sceau de son père, quand il va demander à sa belle famille, elle est en mode ah bah non, c'est pas nous, non, je vois pas de qui vous pouvez parler. Et au final, la belle-mère finit par la virer, donc elle va travailler à la campagne, et des années plus tard, lui, il la retrouve, mais il la reconnaît pas. Du coup, il l'emmène pour travailler chez elle parce qu'il se passe des trucs terribles, et du coup, elle est obligée de fuir son nouvel employeur. Et du coup, il la prend à son service, elle est en mode je l'aime encore, mais il ne doit pas savoir que c'est moi. Et lui en mode j'étais fou, je ne pense plus qu'à une seule femme, c'était cette femme que j'ai rencontrée au bal que je n'arrive pas à retrouver malgré tous mes efforts, mais je suis aussi en train de tomber amoureux de la bonne, mais comme c'est une bonne, je peux pas l'épouser parce qu'elle a pas de titre, et du coup, en fait, je m'épuise. Bref, à la fin, la bonne, elle reprend le dessus sur sa belle famille qui est méchante, et on lui dit que c'est pas gentil d'être méchant, et ses demi-sœurs elles se repentent un peu, enfin c'est même pas ses demi-sœurs parce qu'elles partagent même pas le même sang, et la belle-mère elle est méchante et du coup elle est punie comme une méchante. Oui c'est ça, je crois qu'elle finit en prison en plus, un truc du genre. Après c'est cool, hein, la réécriture de contes c'est sympa, je m'y attendais pas forcément. Moi j'avais juste vu de la saison 4 qui va bientôt sortir je crois, j'avais vu que des images de bal masqués, donc des bals masqués il peut y en avoir pour 1000 raisons différentes.
Je savais pas que Sophie, il me semble qu'elle s'appelle, allait être une servante. Donc voilà, là c'est clairement Cendrillon version Bridgerton. Après voilà, c'est sympa. Est-ce que ça apporte vraiment grand chose au conte de base? Non, mais au moins c'est bien fait. Parce que des réécritures de contes, il en existe. Et c'est pas toujours bien fait, donc au moins on peut dire ça du côté de Julia Quinn. Mais ce qui est un peu saoulant, c'est toute la partie où la Sophie, qui du coup est la protagoniste, n'a aucune volonté. C'est-à-dire qu'elle est en mode oui, il veut faire de moi sa maîtresse, moi je veux pas, parce qu'elle a bien raison, parce qu'elle-même est la fille d'une maîtresse et elle veut pas avoir d'enfant en fait, donc elle veut pas devenir sa maîtresse. Et du coup elle dit non, je veux pas, machin, vedule, etc. Donc tu vois, elle a l'air bien décidée. Et puis au final, ils couchent ensemble. Et puis au final, il lui dit viens, deviens ma maîtresse. Il fait non, ça n'arrivera plus jamais. Et puis ça recommence. Et à chaque fois qu'elle est en mode j'ai fait une bêtise, mais je le referai plus jamais. Elle le refait. Non, du coup. Non. Je sais pas si tu fais un... Et une volonté, s'il te plaît. Tiens, plus de 2 minutes. Ok, t'as jamais eu d'autre homme dans ta vie, t'as bien raison. Vu ta situation, c'est tant mieux pour toi, mais là, sans déconner. Hé, stop. Si t'as des convictions, tiens-toi-y. Et à côté, on a Bénédicte qui est en mode oh, mais de quoi elle se plaigne, celle-là? Moi, je lui offre une belle vie en étant ma maîtresse. Oui, un jour, il faudra que je me marie, donc elle sera toujours la seconde femme. Eh ben, ça va, hé. Je lui paye le logis, je m'occuperai des enfants, des enfants qu'on pourrait avoir. C'est beau. Il est pas aussi séduisant de mon point de vue que dans la série. Et pour le coup, par rapport à la série, toute l'histoire de la bisexualité du trouble de Bénédicte sont parfaitement absents. Je pense que ça a été vraiment inventé dans la série. Ce que je trouve très bien, ce que je trouve très cool. Ça permet de pas juste avoir Bénédicte qui débarque qui débarque à la saison 4 en mode salut, vous savez aucune idée de qui je suis. C'est ça qui est aussi bien fait dans la série, c'est qu'il y a beaucoup de temporalités qui sont changées, de personnages qu'on met plus en avant. Et ça c'est très bien fait. Je trouve que vraiment le scénario de la série est super bien fait à ce niveau-là. Ah, et ouais, la reine, bien évidemment, dans la série de Bridgerton écrite, est complètement absente. Et il n'y a aucune recherche sur Lady Whistledown, jusque Tom sur Colin. Ouais, t'es mal à transition. Donc, le Tom sur Colin. Oh là là. Comment dire? J'ai bien aimé. Mais il y a des mais. Il y a des mais. En fait, j'aime beaucoup le personnage de Pénélope, qui est absolument adorable, et contrairement à Sophie, elle a une vraie volonté. Même dans les bouquins comme dans la série, elle est beaucoup plus indépendante, et elle a ce côté, sa mère veut absolument la garder pour qu'en gros elle s'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle soit vieille, et donc qu'elle reste vieille fille, parce qu'en gros elle a jamais eu d'espoir qu'elle se marie, et après, là ça fait pas 3 saisons, hein, ça fait genre quasiment une dizaine de... Enfin, 6-7 ans qu'elle a toujours pas eu une seule demande en mariage. Donc, tout le monde est en mode, ouais, bah c'est la plante en pot, quoi. Maintenant, on peut limite considérer que... Enfin, voilà, quoi. Et bien évidemment, dans le bouquin, elle est toujours aussi amoureuse de Colin. Colin est toujours autant dans Lenny. C'est qu'à partir de ce tome-là qu'on commence à s'intéresser à l'identité de Lady Whistledown. Spoiler par rapport à la série... Enfin, non, spoiler. Contrairement à la série, après la saison 3... ou quand dans la série, dans la saison 3, quand Pénélope est découverte en tant que Lady Whistledown, elle continue de travailler en tant que Lady Whistledown. Là, elle abandonne. Là, une fois, elle fait stop, en fait. Une fois que... elle manque de se faire démasquer, mais elle réussit à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Non, pardon, oui, c'est ça. Elle montre bien qu'elle est Lady Whistledown, mais après, du coup, elle arrête complètement de faire ça. Et en fait, moi, mon problème dans ce bouquin, c'est la relation entre Colin et Lady Whistledown. C'est que Colin finit par comprendre qu'il aime Pénélope, ce qui n'est pas très bien écrit parce que vraiment plusieurs fois dans le bouquin, c'est insisté. L'autrice insiste sur le fait que pendant des dizaines d'années, il a ignoré le fait que Pénélope était une femme. Genre, il s'en fout. Mais alors, il s'en fout, t'as jamais vu ça, quoi. Le mec, on aurait pu lui présenter une plante verte, il aurait été aussi attiré physiquement et mentalement. Hein. Et puis un jour, paf! OMG, elle est magnifique. Ça fait un peu trop... paf! Le mec, la cécité s'arrête maintenant. Et tout d'un coup, il est fou amoureux. Donc, il y a ça, que je trouve pas forcément super bien géré, comparé à d'autres romans où l'amour arrive un peu plus dans la série des Bridgerton. Et
L'autre truc qui m'a un peu dérangé, c'est que Colleen apprend que Penelope est Lady Whistledown, qu'elle est en danger de se faire remarquer, enfin que son identité est en danger d'être truc, et en fait quand il comprend lui-même, il découvre que c'est Lady Whistledown. Dans la série, il dit Lady, t'as dit des trucs horribles sur ma famille, je t'en veux, alors j'ai prévu de t'épouser, enfin on est fiancés donc je dirai rien, mais je t'en veux beaucoup. Là, dans les bouquins, Lady Whistledown ne dit quasiment jamais rien de vraiment méchant sur les Bridgerton. Genre, outre le fait que, oh là là, décidément, ce jeune garçon fait tout pour éviter de se marier, et pourtant c'est un très bon parti. Ce qui, au vu de ce qu'elle est capable de dire d'autre, est franchement pas très méchant. Du coup, il a aucune raison de lui en vouloir qu'elle soit Lady Whistledown par rapport au fait qu'elle ait dit des choses méchantes. Mais sa raison pour qu'elle ne révèle pas qu'elle est Lady Whistledown, c'est... On risque d'être des parias, ce que Penelope était déjà jusqu'ici, donc elle s'en fout un peu, parce que elle était pas mariée, donc vieille fille, donc c'était pas très bien vu. Et du coup, Colin, il est en mode « Je dois te protéger, femme, et tu n'as pas ton mot à dire. » Je suis pas fan de ce discours. Alors attendez, je vais regarder. La première édition, c'était quand ? Je vais voir si je trouve la première parution de ce truc-là. Aux éditions, j'ai lu. Oui, mais est-ce que j'ai une date ? Ah, 2001. Bon, certes, c'était il y a quasiment un quart de siècle, mais je crois que c'est pour ça que je lis pas trop de romans. Femme, je te protégerai. Et pour te protéger, je vais t'empêcher de montrer au monde ton travail dont tu es si fier. Aussi, je me sens émasculée parce que t'écris mieux que moi et que moi aussi j'aimerais écrire. Bro, mec, ta masculinité fragile transperce le plafond, s'il te plaît, c'est gênant là. C'est pour ça que je dis que dans la série c'est 1000 fois mieux à ce niveau-là, c'est parce que là vraiment il est en mode... Penelope elle est en mode... Bon, ok d'accord, tu me fais la gueule par rapport à Lady Whistledown, mais je sens qu'il n'y a pas que ça. Et il t'a collé en mode... moi aussi, je veux écrire, et du coup, toi à côté t'as écrit mieux que moi, et je peux... Enfin... Genre mec... Ça va. It's not that deep, bro. Mais j'ai peur que les gens ils disent que je suis géniale juste parce que je suis à Bridgerton. Mais fais comme tout le monde à cette époque, t'écris sous un pseudonyme. Ce qu'il ne finit même pas par faire au final. Il publie sous son nom, et à aucun moment... il pense que sa célébrité est lui à son nom. Donc... Maintenant ça me fait rire, mais j'ai soufflé fort en lisant le bouquin, quoi. Donc la série reste quand même mieux. Après j'ai commencé la saga, c'est bien écrit, ça se lit facilement, donc je vais la finir. Du coup ça me fait bien rire. Disons que si vous voulez pas, si c'est pas trop votre truc la romance et que vous savez pas si vous voulez vous lancer dans les bouquins ou dans la série, regardez la série. Ça ira plus vite, c'est super joli, voilà. Vous avez vu ma capacité en argumentaire, elle couine un peu, hein. Bref, je vais poser ça quelque part où je ne vais pas tout faire tomber. Et nous allons passer au dernier bouquin de cet épisode. Où est-ce qu'on en est rendu ? Ouh, bah dis donc, c'est que je tiens bien mon timing, moi. C'était pas du sarcasme. Oui, parce que non, mais je sais que des fois, mon ton est un peu... Bref. Blackwater, le tome 2 qui s'appelle La Digue. Je vais devoir... mais tellement faire attention à pas dire la gigue. Donc, le roman de Michael, on va pas dire Michel. Michael McDowell, le tome 2 sur 6 de la saga Blackwater qui s'appelle La Digue. Et bien évidemment, j'ai lu l'édition de Monsieur Toussaint Louverture. Pareil, un bouquin que j'ai emprunté à ma médiathèque. Parce que, mine de rien, les bouquins ça coûte cher. Et franchement, si je peux avoir un bouquin gratuitement, ça m'arrange bien. Faites pareil. Vous avez forcément des médiathèques pas loin de chez vous. Faites pareil, c'est tellement bien. J'étais sceptique, mais c'est tellement bien. Maintenant, je suis complètement convaincue. Oh là là, quelle beauté quand même. Pas aussi beau que le premier tome. Je rejoins l'avis d'un ami là-dessus. Pas aussi beau que le premier tome. Ça m'a fait rire parce que, en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est méga difficile d'imprimer un bouquin comme ça. Avec des reliefs sur la couverture, avec des dorures, etc. Il faut trouver un imprimeur qui en soit capable. Et pour pas le vendre au $1000, oh là là. Moi, je suis pas éditrice, hein, donc je m'y connais pas en travaillant avec les imprimeurs, mais je sais que c'est pas facile, quoi. Je côtoie suffisamment d'auteurs en auto-édition qui ont des fois des déboires avec leurs imprimeurs et d'éditeurs qui ont les mêmes problèmes, que c'est pour réussir à produire un travail d'une telle qualité à un prix raisonnable, waouh, c'est un travail de dingue.
Donc, le résumé, après je vous dis ce que j'en pense. Tandis que la ville se remet à peine d'une crue dévastatrice, le chantier d'une digue censée la protéger charrie son lot de conséquences. Main-d'œuvre incontrôlable, courant capricieux, disparition inquiétante. Pendant ce temps, dans le clan Casquet, Marie-Love, la matriarche, voit ses machinations se heurter à celles d'Elinor, son étrange belle-fille, mais la lutte ne fait que commencer. Manigance, alliance contre nature, sacrifice, tout est permis. À Perdido, les mutations seront profondes et les conséquences irréversibles. Comment exprimer mon avis à ce sujet de ce bouquin? Il y a... Alors, je sais plus exactement quand a été publié, c'est vraiment même date. On parle de l'avant 2000. Hein. Mais, oui, c'est ça, je crois qu'il vient des années 80, et la patte de l'auteur m'a beaucoup fait penser à ce que je retrouve en science-fiction, parce que j'ai lu pas mal de science-fiction des années 80. Merci à la bibliothèque de mon papy dont j'ai hérité, que je n'ai pas encore fini d'écumer d'ailleurs. Mais ça me rappelle un peu les styles qu'on peut trouver par exemple dans Dune, qui c'est très descriptif, factuel, assez détaché. Et du coup, comme il y a des scènes qui sont choquantes, parce qu'il se passe des trucs chelous et un peu violents quand même, hein, dans la série Blackwater, j'ai trouvé cette patte vraiment géniale. Donc voilà, moi c'est une série de Blackwater, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, j'ai lu le tome 1 il y a longtemps, je l'ai découvert comme tout le monde via les réseaux sociaux, là sur ça, comme pour Bridgerton, comme pour Podom, je suis pas du tout originale, mais trop bien, lisez cette série, j'en ai lu que 2 tomes sur 6, donc il faut que je finisse la suite. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai fini de lire le bouquin avant de voir que... comment il s'appelle, Link the Sun avait sorti son coin lecture sur le tome 1, donc c'était pas du tout une volonté de moi de surfer sur la vague. Bref, trop bien cette saga. Le premier tome m'avait déjà bien convaincu, mais j'avais pas voulu acheter la suite parce que ça coûte de l'argent et que je m'étais limitée, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, à ce que j'avais déjà d'acheter. Du coup je l'ai emprunté, ça m'a quand même coûté 0€. Mais waouh, ça c'est vraiment la plume est maîtrisée. La plume est réfléchie et maîtrisée. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fin du bouquin, tu vois la bibliographie de l'auteur. Et parle-moi d'un auteur prolifique. Hein. Il en a écrit des trucs, mais pas que du roman. En plus, il a écrit plein de choses. Et notamment, et là, à ma grande surprise, j'ai découvert que c'était le scénariste de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, j'ai une détestation particulière pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est pas mauvais, mais je suis une amatrice extrême de Noël, donc pour moi c'est vraiment un film d'animation qui désacralise complètement sa période de l'année, donc je lui voue une haine complètement irrationnelle. C'est une magnifique œuvre d'art que je ne peux pas aimer pour le message qu'elle transmet. C'est purement de la haine injuste, hein. Ça soyons d'accord, c'est véritable, je suis complètement injuste là-dessus, voilà. Mais par exemple, mon chéri est absolument fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc moi j'ai trouvé ça très drôle. Mais ça prouve quand même que le mec balance, quoi. Entre ça et sa bibliographie plus grande que moi, le mec il pèse, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on ressent dans son écriture, c'est que c'est maîtrisé. Le mec il s'est pas lancé dans l'écriture un dimanche parce qu'il savait pas quoi faire. Les romans Blackwater sont assez courts, mais ils laissent pas sur la fin en fait. Il se place 8500 trucs dans le bouquin et le rythme est très maîtrisé. On s'ennuie pas. Et même dans les périodes où il y a une espèce d'attente, où on essaie de voir ce qui se passe, soit c'est skippé, soit il se passe un truc pendant ce temps-là. Et par exemple, alors je vais avoir oublié les noms des personnages, mais comme l'indique le titre, le premier tome c'était la crue, donc voilà, il y a une crue de la Perdido et de la Blackwater qui noie le village de Perdido. C'est là que Oscar rencontre Elinor, dont il va tomber amoureux, qu'il va épouser. Elinor qui, bon, c'est dit dans le résumé que c'est son étrange belle-fille à Marie-Love, Elinor. C'est une femme étrange. C'est un équivalent d'esprit de l'eau / sirène, mais sirène de la vase, quoi. Qui mange des gens. Enfin non, qui sacrifie des gens pour construire une digue. C'est un personnage ambivalent. Oui, donc l'exemple que je voulais prendre, c'est que la digue est en train d'être construite, et donc c'est un projet, il explique que ça va prendre plusieurs mois de faire l'argile, de trouver l'argile, de planter, etc. machin. Tout est justifié, tout ce qui se passe en termes d'intrigue et d'évolution est toujours justifié dans ce bouquin, ce qui prouve une fois de plus que l'écriture est maîtrisée.
Donc pendant que la digue est construite, déjà on nous raconte les péripéties, là ça marche plus, là ça marche, il y a ce qui se passe, il y a machin, un truc, les gens sont contents, les gens sont pas contents. Mais il y a aussi un moment où pendant que la digue se construit, quand il y a des périodes qui sont pas intéressantes, genre tout se passe bien, ça progresse bien, à côté on va s'intéresser à l'histoire des personnages secondaires. En fait, il n'y a aucun personnage qui... Si des personnages semblent en second plan à un moment, c'est parce que plus tard, on s'intéressera à leur histoire. Que ce soit le temps de quelques chapitres, toujours le temps de quelques chapitres, on va s'intéresser à Queenie, la belle-sœur de James, qui est l'oncle d'Oscar. On va s'intéresser à... Comment elle s'appelle ? À Sister, la sœur d'Oscar. Oui, elle s'appelle Sister. Marie-Love a des choix de noms pour ses enfants. J'ai eu un garçon, il s'appelle Oscar, et j'ai eu une fille, elle s'appelle Sœur, parce que c'est la sœur d'Oscar. Merci Marie-Love. Donc, on va s'intéresser à Sister, qui va absolument justement échapper à sa mère, on se demande pourquoi. On suit l'évolution de Myriam, qui est la fille d'Elinor, qu'elle a entre guillemets sacrifiée en donnant à sa belle-mère pour que sa belle-mère lui autorise à vivre dans sa maison. Enfin, dans sa propre maison, à Elinor et Oscar. Pour pas qu'il vive encore avec Marie-Love, qui est un personnage, mais alors, oh Marie-Love, qu'est-ce qu'elle est bien écrite, qu'est-ce qu'elle est détestable, cette bonne femme, je ne peux que espérer qu'elle se noiera bientôt, mais quelque chose me dit que c'est un personnage qui est tellement intéressant et important qu'elle ne mourra pas avant quelques tomes, ce qui ne rendra l'expérience de lecture que plus délectable. Dit comme ça fait un peu psychopathe, on va pas se mentir. Mais c'est ce qu'on aime dans les bouquins, c'est quand ça se passe mal, parce que quand tout se passe bien, on s'ennuie un peu. Voilà, je trouve que la caractérisation des personnages est toujours aussi bien, ils sont toujours aussi indépendants, même les personnages un peu en une seule dimension, qui n'ont qu'un seul intérêt d'intrigue, c'est bien fait, quoi. On comprend que les personnages secondaires sont des fois là que pour donner la réplique, ou que pour avoir un moment tragique, mais ça donne pas non plus un sentiment de potentiel gaspillé, parce qu'on en explore tellement d'autres que on se sent pas lésé. Mais voilà, j'ai toujours un grand amour pour Elinor, qui est du coup cette espèce de sirène poisseuse chelou à qui il se passe des trucs. Et surtout, la fin de ce deuxième tome, franchement, à la fin du deuxième... Enfin, quand la fin s'est approchée, je me suis dit, ok. Enfin, je suis arrivée à l'épilogue et j'étais en mode... La plupart des intrigues ont été conclues, quoi. Elinor a finalement accepté la construction de la digue. Elle a tué un gamin au passage, mais elle a accepté. Oscar, il commence à prévoir son indépendance financière. Bravo, Oscar. Marie-Love est une éternelle insatisfaite, mais bon, ça c'est la fiche descriptive du perso. Tout le monde commence à mener son petit train de vie, et du coup, on se dit, qu'est-ce qui reste à exploiter ? Il y a encore 4 bouquins, quoi. Et vraiment, fin du bouquin, il y a la deuxième fille d'Elinor et Oscar qui voit des trucs dans la maison. Genre, je pense qu'il y a quelque chose qui vit, que la maison est hantée, il y a quelque chose qui vit dans le placard de la chambre d'amis. Littéralement, c'est ça. Et d'ailleurs, le troisième tome s'appelle La Maison, The House, t'es même en accent anglais. Et au final, tu finis le deuxième tome, tu dis, ouais, tout est bien, qui se finit à peu près bien. Je me demande bien ce qui peut se passer par la suite. Oh mon Dieu, la maison semble être hantée, / avoir sa propre personnalité. Alors, on s'est habitué aux bizarreries d'Elinor parce qu'on a tous compris que elle n'était pas vraiment humaine et que donc ses filles ont plus ou moins des traits aussi pas humains. Mais là, ça c'était moins prévu. Et il y a toute cette relation au spiritisme aussi dans les bouquins qui est super. Alors oui, petit disclaimer, on parle quand même de l'époque, c'est pas exactement la conquête de l'Ouest, mais après, il y a de l'apartheid, quoi, il y a du racisme. Alors après, je trouve que c'est fait vraiment avec délicatesse. C'est en fait, l'auteur décrit la façon que les gens avaient de penser à l'époque, il n'en fait pas l'apologie. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti. Mais il décrit de façon accurate que, par exemple, alors je suis pas sûre d'avoir un exemple précis, mais voilà, un blanc ne peut pas sortir avec une noire, quoi. Parce que c'est dit comme ça. Les mots sont véritablement employés. Je sais pas si c'était... Si c'était écrit aujourd'hui, le bouquin sortirait et se prendrait pas un petit débâcle quand même. Mais moi je trouve que ça pique un peu au début quand t'as oublié que c'était déjà le cas dans le premier tome, quand tu t'y replonges dans l'histoire, tu fais ah oui c'est vrai, on est raciste. J'avais ma foi oublié, alors tous les personnages ne le sont pas aussi à fond de manière égale. Il y en a qui sont un peu plus mesurés, mais en gros il y en a qui voient pas d'un mauvais œil que des enfants blancs jouent avec des enfants noirs. Alors qu'il y en a d'autres qui sont pas d'accord.
Quoi qu'il en soit, moi ça m'a pas... Enfin, ça fait bizarre, mais entre guillemets on s'y fait, et ça ne fait que rajouter du réalisme. C'est pas réaliste parce que comme je dis, il se passe des trucs chelous, mais ça ne fait que rajouter un contexte plus plausible. Parce que souvent c'est les problèmes avec le fantastique comme ça, c'est que des fois c'est vraiment du... Ta gueule, il se passe des trucs magiques. Ya! Là c'est plausible. Là, il y a du spiritisme, des histoires de trucs hantés, il faut faire telle chose, et on va faire un truc à base de gris-gris pour que telle personne veuille t'épouser. Disons que c'est pas choquant quand à côté, il y en a une qui dit pour qu'on puisse finir de construire la digue, il faut sacrifier quelqu'un. Et elle le fait, et du coup, après, on peut construire la digue. En tout cas, voilà. Univers maîtrisé, roman bien écrit, saga que j'ai envie de continuer, et que j'ai hâte de continuer par le futur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Déjà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, plusieurs petites choses. Déjà, je le répéterai plus tard, mais j'ai oublié de vous le dire la dernière fois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, alors à mettre 5 étoiles sur ce podcast ou un pouce en l'air si vous l'avez trouvé agréable. Si vous trouvez que c'est pas bien, allez voir ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à me retrouver sur TikTok. C'est vrai que je suis pas encore très active sur TikTok. J'ai un peu de mal à être active sur TikTok. Sur Instagram, sur YouTube, c'est là que je suis la plus active. Cherchez Salomé Martin, auteur. Et pourquoi c'est d'autant plus important que vous me suiviez sur mes réseaux ? Parce que je suis en train de finir la réécriture de mon prochain roman qui s'appelle Les Anges de Galéo, qui est dans le même univers que mon premier roman, Les Accords de Galéo. T'as vu, le titre, il y a Galéo dans les deux. Donc voilà, si vous êtes un peu curieux de ce que c'est, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, j'en parlerai bientôt, si vous voulez un peu découvrir mon travail. Pour l'instant, alors, à l'heure actuelle, sur le dernier post que j'ai fait sur Instagram, je disais que j'étais à 75% d'écriture, de réécriture. Là, je suis à presque 95%, donc j'ai presque fini la réécriture. Va ensuite venir la relecture. Bref, si vous voulez suivre un peu en direct ce qui se passe, il faut me suivre sur les réseaux. Et à ce sujet-là, même si c'est pas forcément en rapport avec les Anges de Galéo, j'ai mes premières séances de dédicaces qui vont arriver en mai. Un peu tardivement cette année, mais je pense que c'est un choix, un bon choix que j'ai fait là, parce que la vie fait que j'ai un travail, j'ai des projets à côté, donc je ne peux pas faire que des dédicaces. Désolée. Mais mes deux prochaines dates, c'est le 17 et 18 mai, si je ne me trompe pas, à la Comédie du Livre, où je serai sur le stand de ma maison d'édition. Oui, c'est ça, 17 et 18 mai. Et le week-end d'après, le 24-25, je me retrouve à nouveau au Salon du Livre de Capestan, où je m'étais éclatée l'année d'avant. C'est du côté de Béziers. Donc voilà, je vous recommande fortement d'y aller, ne serait-ce que pour voir les autres auteurs, et éventuellement pour me faire un coucou. Sinon, si on en revient plutôt à la lecture, mes prochaines lectures, c'est Peter Pan, parce que pour la Saint-Valentin ou 2 ans, je ne me souviens plus, j'ai une très mauvaise mémoire, mon chéri m'a offert une édition collector de Peter Pan, que je vais donc relire. J'ai déjà commencé Autre temps, autre meurt, hein, c'est mon conte préféré, mais Ouah Ouah, je vais pas être... Bref, on en parlera plus longuement plus tard. Hein. Et le 2e tome du cycle des robots, que je compte lire juste après. Et pour le 3e bouquin, j'ai pas encore décidé, on verra bien où est-ce que j'en serai à ce moment-là. Donc si vous voulez suivre mes prochaines lectures et ma progression, etc., n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et YouTube, vous cherchez Salomé Martin auteur. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser des étoiles, des pouces, des commentaires. Moi je suis toujours ravie, j'essaye de répondre quand j'ai quelque chose à dire. Parce que quand j'ai rien à dire, je dis rien. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir porté une oreille attentive ou pas. Je suis contente que vous m'ayez suivi. Et bonne lecture à vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations aussi par rapport à ce que je lis. Moi je suis toujours ouverte à ça. Souvent sur Instagram, ça m'arrive de faire un petit sondage. Enfin pas forcément un sondage, mais vous savez les boîtes à questions sur lesquelles je demande qu'est-ce que vous me conseillez de lire la prochaine fois. D'ailleurs ça me fait penser, je vais jeter avant qu'on se quitte un petit coup d'œil à ma pile à lire. Non mais si je te demande pas de faire ça, je te demande de m'ouvrir mon Google Sheet.
Je crois que j'ai rajouté des bouquins et c'est pas bien parce que du coup... J'en suis à combien? La dernière fois j'en étais à 200, 205, là je suis à 206. Ah, j'ai pas tellement augmenté que ça. Ah ah. Donc ça va en vrai. Mais ouais, plus je lis, plus ça s'allonge, je comprends pas, mathématiquement il doit y avoir un problème quelque part. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite des bonnes lectures. J'ai fini mon thé, il était très bon. Vive le thé noir. Si vous n'êtes pas d'accord, venez vous battre en commentaire. Et portez-vous bien.